Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui à ce premier midi webinaire du CIX cet automne. Notre animateur ce midi est sociologue et professeur au département de relations industrielles de l'Université Laval et il est également directeur académique de l'antenne du CIX à l'Université Laval, M. Charles Fleury. Charles, je te laisse la parole. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et d'accueillir notre conférencier, M. Éric Fecteau, qui viendra nous parler de la plateforme longitudinale entre l'éducation et le marché du travail. M. Fecteau est analyste au Centre canadien de la statistique de l'éducation à Statistique Canada et travaille avec la plateforme depuis 2017. Il a contribué au développement des indicateurs et de la persévérance et de la diplomation des étudiants postsecondaires et des indicateurs sur les résultats sur le marché du travail des diplômés des collèges et universités et a publié une série d'articles sur les étudiants postsecondaires en utilisant les données de la plateforme. Il est accompagné aujourd'hui de Sylvie Gauthier, qui est chef au Centre canadien de la statistique de l'éducation à Statistique Canada. Je tiens à remercier M. Fecteau d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de lui céder la parole, il sera possible, je souhaite la bienvenue évidemment aux participants et participantes à la conférence. Il vous sera possible de poser des questions à la toute fin, soit en utilisant votre micro, et on vous activera votre micro, ou en utilisant non pas le chat, mais le question-réponse que vous avez dans le bas de votre écran Zoom. Là, donc, possible de poser vos questions également tout au long de la conférence là, avec cette fonctionnalité-là. Donc, bonne conférence et merci, M. Fecteau, d'avoir accepté notre invitation. Et à vous la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Voici. Bonjour, mon nom est Éric Fecteau. Je viens du Centre canadien de la statistique de l'éducation à Statistique Canada. Et aujourd'hui, je vais présenter la plateforme longitudinale entre l'éducation et le marché du travail, la PLEMT. Pour commencer, qu'est-ce que la PLEMT? La PLEMT est un environnement qui permet l'intégration de variables anonymisées provenant de sources administratives sur l'éducation à celles d'autres ensembles de données sélectionnées. La PLEMT donne aussi un accès à une analyse de cohorte longitudinale afin de mieux comprendre les parcours dans le système d'éducation postsecondaire et comment l'éducation et la formation affectent les perspectives de carrière en termes de revenus. La PLEMT ne contient pas d'identificateur personnel. Les clés de couplage anonymes sont créées à l'aide de l'environnement de couplage des données sociales à Statistique Canada, ECDS. La PLEMT n'a aussi pas un grand ensemble de données intégrées, mais plutôt un environnement de données relationnelles. Et on va voir exactement ce que ça veut dire dans les prochaines acétates. Premièrement, Statistique Canada s'engage envers la sécurité de données. Dans le cadre de notre mandat, la garantie de la sécurité des renseignements statistiques de nature délicate au sein de Statistique Canada est une priorité absolue. Nous déployons des outils et des processus à la fine pointe de la technologie qui empêchent la divulgation et qui assurent la confidentialité et la protection des données des particuliers. Seules les données agrégées non confidentielles sont diffusées à l'extérieur de Statistique Canada. Les fichiers principaux. Donc, on va commencer par, c'est quoi les fichiers principaux de la PLEMT? Plutôt le corps de la PLEMT. Premièrement, c'est le système d'information sur les étudiants postsecondaires, aussi connu sous le nom SIEP, l'acronyme SIEP. Le système d'information sur les apprentis inscrits, le SIAI, et le fichier des familles T1, le FFT1. Le SIEP commence à partir de l'année scolaire 2009-10, le SIAI à partir de 2008, et le FFT1 pour la population du SIEP et du SIAI à partir de 1992. On va passer à travers chacun de ces fichiers principaux en plus grand détail. Premièrement, le SIEP est une enquête administrative nationale sur les inscriptions et les diplômés des établissements postsecondaires publics canadiens. Le SIEP recueille des renseignements relatifs au programme et aux cours offerts dans les établissements, de même que des renseignements au sujet des étudiants eux-mêmes. Ces renseignements sont disponibles dans les fichiers transversaux de la SIEP, mais ils peuvent être aussi intégrés à travers la
PLEMT de façon longitudinale pour les suivre de façon longitudinale à travers leurs études. Le SIAI, à partir de 2008, compile les données sur le nombre d'apprentis inscrits qui suivent une formation en classe ou non, ou sur le marché du travail, dans les métiers classés sur rouge ou non, et où la formation en apprentissage est obligatoire ou facultative. Donc, plutôt n'importe quel type d'apprenti. Le SIAI recueille également les données sur le nombre de certificats provinciaux et interprovinciaux décernés à ces apprentis et aux ouvriers. Et puis, le troisième fichier principal, le FFT1 à partir de 1992. Le FFT1 est une source de données sur le revenu, les crédits d'impôt et les déductions pour les particuliers qui ont rempli une déclaration de revenu T1 et leurs personnes à charge. Donc leurs enfants et leur famille. Le FFT1, qui fait partie des fichiers principaux de la PLEMT, est un FFT1 limité à la population des deux bases de données qu'on vient juste de voir, le SIEP et le SIAI. Pour trouver un particulier dans le FFT1 des fichiers principaux, l'individu doit donc être dans la base de données du SIEP ou du SIAI pendant au moins une année de référence. La PLEMT contient d'autres fichiers de FFT1 qui représentent d'autres populations. Par exemple, le FFT1 qui renferme les étudiants au primaire et au secondaire en Colombie-Britannique. Mais c'est des fichiers séparés. Les données du FFT1 ne sont pas limitées aux années où l'individu est à une institution postsecondaire. Toutes les années disponibles à partir de 1992 sont incluses dans le fichier SIEP SIAI FFT1 si l'étudiant est retrouvé dans le fichier du SIEP ou du SIAI à n'importe quelle année. Donc, voici, on va commencer à construire un exemple où c'est quoi la PLEMT ici, mais voici c'est quoi les fichiers principaux de la PLEMT. Avant de continuer, on va regarder un petit peu c'est quoi les deux méthodes d'intégrer des fichiers dans la PLEMT. La méthode 1 intègre le fichier A avec le fichier B en utilisant une clé anonyme présente sur les deux fichiers. Ici, principalement dans la PLEMT, c'est le Register Group ID. Donc, par exemple, on peut regarder les deux bulles A, B ici. Le fichier du SIEP, qui serait bulle A, et le SIEP SIAI FFT1, qui est la bulle B, ont les deux la variable Register Group ID. Il est donc possible d'intégrer ces deux fichiers sans fichier de clé de concordance. La méthode 2 intègre le fichier A avec un fichier C en utilisant un fichier de clé de concordance. Contient une concordance entre les clés anonymes des deux fichiers. Par exemple, le fichier du SIEP et le fichier du recensement de 2016 utilisent une clé de concordance anonyme qui relie les deux. Désolé, qui utilise deux différentes clés. Le fichier de concordance SIAI recensement 2016 rend cette intégration possible. Les trois fichiers principaux qu'on vient juste de voir utilisent la méthode 1 et leur intégration ne nécessite pas aucun autre fichier de concordance. Mais les fichiers supplémentaires qu'on va maintenant voir utilisent un mix des deux. Certains ont le Register Group ID sur le fichier, d'autres nécessitent une clé de concordance. Demandez à votre analyste dans les CDR pour plus d'informations sur chacun des fichiers. On va continuer à bâtir notre PLEMT ici et on va ajouter le recensement de 2016 et le recensement de 2021 en mars 2023 l'année prochaine. La PLEMT contient des fichiers de concordance entre le SIEP, SIAI et le recensement de 2016 pour le recensement détaillé, le 25% des ménages, pour la population du SIEP et du SIAI. Comme j'ai mentionné, le recensement 2021 sera disponible en mars 2023. Prochain, on ajoute ici la banque de données administrative longitudinale, le DAL, qui contient les données de 1982 à 2019. La banque de données administrative longitudinale, le DAL, est un fichier longitudinal conçu comme outil de recherche sur le revenu et la démographie. Il contient environ 20% de la population canadienne entière. La valeur ajoutée du DAL dans la PLEMT est qu'elle
qu'elle peut être utilisée pour effectuer des analyses de groupes contrôle ou de groupes résiduels. Par exemple, comparer les populations d'étudiants qui sont au postsecondaire aux étudiants qui ne sont pas ou n'ont jamais été au postsecondaire. Ensuite, la base de données longitudinale sur l'immigration de 1952 à 2020. Le BDIM comprend des données administratives sur les immigrants, tous les immigrants depuis 1952 et les résidents non permanents depuis 1980 et peuvent être appariés au CIEP et au SIAI. Ensuite, l'enquête nationale auprès des diplômés de 2018 qui contient la cohorte de 2015. L'enquête nationale auprès des diplômés recueille des renseignements auprès des personnes ayant obtenu un diplôme d'un établissement postsecondaire public au Canada en 2015. Les questions portent sur le cheminement scolaire, le financement des études postsecondaires, incluant les prêts aux étudiants consentis par le gouvernement, et la transition vers le marché du travail des étudiants. On va continuer. Ici, on ajoute plusieurs bases de données, surtout sur l'univers des étudiants de la maternelle à la deuxième année en Colombie-Britannique, de l'année scolaire 91-92 à l'année scolaire 2020-2021. Les données du ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique fournit des informations sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques et indépendantes de la Colombie-Britannique. Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des étudiants, comme le sexe, l'âge, localisation géographique, etc., et sur leur progression dans le système éducatif. Par exemple, l'obtention du diplôme, résultats de l'évaluation des compétences de base, résultats aux examens, etc. Comme on peut voir dans le diagramme ici, vers le bas, on est capable de combiner les données, d'intégrer les données de la Colombie-Britannique maternelle à la deuxième année au recensement de 2016 et éventuellement le recensement de 2021. Et à un FFT1, donc des données de taxes, des enfants eux-mêmes, donc les enfants, surtout après, une fois qu'ils retournent, qui tombent sur le marché du travail, pour, par exemple, les étudiants qui ont diplômé en 91, 92, ou leurs données de taxes de leurs parents. Prochain, c'est la prestation d'urgence et de relance économique de mars à septembre 2020. Cet ensemble de données vise à couvrir les principales mesures de soutien du revenu offert aux Canadiens à la suite de la pandémie de la COVID-19 en 2020 et éventuellement en 2021. Par exemple, cette base de données contient la PCU, la prestation canadienne d'urgence. Prochain, c'est le programme canadien d'aide financière aux étudiants de 2003-4 à 15-16. Le PCPE offre une aide financière, soit remboursable ou non remboursable, les subventions ou des prêts, aux étudiants admissibles pour les aider à accéder et à payer leurs études postsecondaires. Toutes les provinces et tous les territoires participent à la PCPE, à l'exception du Québec et des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, qui reçoivent des paiements du gouvernement du Canada pour administrer leur propre aide financière. Ces données sont fournies par le EDSC. Le programme canadien pour l'épargne-études. Ici, on peut voir que ce projet contient aussi des fichiers de concordance ou un fichier de FFT1 et des fichiers de concordance au DAL. Le programme canadien pour l'épargne-études, administré par Emploi et Développement social Canada, EDSC, qui est responsable de la gestion des incitatifs à l'épargne-études offerts aux bénéficiaires admissibles du régime enregistré d'épargne-études. Le régime enregistré d'épargne-études, le REE, s'agit d'un mécanisme auquel les particuliers ont recours pour épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants. Les prêts canadiens aux apprentis. Donc, maintenant, un peu plus du côté des apprentis et au lieu du côté des étudiants postsecondaires.
Le gouvernement du Canada offre le programme canadien de prêt aux apprentis, la PCA, 2015 à 2021, aux personnes inscrites au programme d'apprentissage Sauts-Rouges qui suivent une formation technique générale. Les prêts aident à couvrir les coûts de la formation en apprentissage. Chaque personne peut recevoir jusqu'à 4 000 $ par période de formation technique. Encore une fois, ici, on peut voir que les données peuvent être intégrées au DAL. Les subventions aux apprentis, 2007 à 2021. Cette subvention aux apprentis contient 3 types de subventions. Les subventions incitatives aux apprentis et les subventions incitatives aux apprentis pour les femmes, qui donnent des incitatives d'étudier comme apprentissage, faire un apprentissage, et les subventions à l'achèvement de la formation d'apprentis qui donnent des subventions pour finir le stage. Ces données sont aussi fournies par EDSC. Puis, l'enquête nationale sur les apprentis, un peu comme l'enquête nationale sur les diplômés, est un ensemble de données contenant des renseignements provenant d'une enquête échantillon qui examine les facteurs qui interviennent dans la complétion et dans la certification d'un programme d'apprentissage, ainsi que dans la transition des apprentis vers le marché du travail pour l'année scolaire 2015 ou l'année 2015 pour les apprentis. Ensuite, il y a le profil vectoriel de l'assurance-emploi 2007 à 2018. Le profil vectoriel de l'assurance-emploi est un ensemble de données administratives qui suit la trajectoire des demandes d'assurance-emploi et des paiements de prestations depuis la demande jusqu'à la cessation des prestations. Ensuite, il y a le EAPE, l'enquête sur les approches en matière de planification des études en 2020. Cette enquête rassemble des renseignements auprès des parents et des tuteurs au sujet des stratégies qu'ils utilisent pour se préparer aux études postsecondaires de leurs enfants, les plans financiers pour payer leurs études et les obstacles à l'épargne pour les études postsecondaires. L'appariement avec l'intégration avec le corps de la plainte ici est probablement moins utile en ce moment puisque ces enfants sont encore très jeunes, mais va devenir très, très intéressant dans plusieurs années quand que les enfants qui ont été dont l'enquête porte vont être aux études postsecondaires. Un peu un résumé de la PLEMT, la plateforme longitudinale entre l'éducation et le marché du travail. La PLEMT n'est pas un grand ensemble de données, mais plutôt un environnement de données relationnelles. Elle utilise un identifiant unique et anonyme pour intégrer les données en protégeant la confidentialité des données. Les fichiers principaux sont généralement mis à jour en mars de chaque année, alors que des fichiers supplémentaires et ceux de concordance sont mis à jour de façon ponctuelle, aléatoire plus ou moins. Quelques autres bases de données peuvent être reliées à la plainte et certaines d'entre elles peuvent être faites à base de coûts recouvrables. Donc, ici, pour donner un aperçu de ce qui a déjà été publié en utilisant cet riche environnement, donc, à Statistique Canada, nous avons publié 21 articles en utilisant la PLEMT à ce jour, depuis son élaboration il y a quelques années. Et il y a aussi 16 articles en cours d'élaboration en ce moment. Par exemple, certaines publications récentes, le résultat sur le marché du travail des compagnons désignés comme minorité visible. Le prochain, c'est moi comme auteur, diplômé de 2010 à 2018, recevant des paiements du programme de la prestation canadienne d'urgence, la PCU, en 2020. Et puis, un autre sur le profil des diplômés canadiens du baccalauréat qui sont membres des groupes désignés comme minorité visible, cohorte 2014 à 2017. Une autre étude, c'était plus un profil, une autre étude va bientôt sortir sur le résultat de ces diplômés. Dans les centres de données de recherche, il y a aussi 90 projets actifs qui utilisent la PLEMT, ce qui comprend 67 chercheurs et chercheuses et 30 différents organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux, territoriaux et des établissements d'enseignement postsecondaire. Si vous êtes intéressé, on publie plusieurs choses sur le site web de Statistique Canada.
Voici un exemple, je vais en montrer un autre, d'un outil interactif qu'on peut utiliser. Par exemple, ici, on peut voir en haut à gauche que j'ai choisi la géographie du Québec, le titre scolaire de grade de premier cycle, avec les groupes d'âge et genre total. Puis on peut voir le nombre d'étudiants, leur salaire 2 et 5 ans après l'obtention du diplôme, les médianes, etc., nombre d'étudiants, type d'étudiants, etc. Similairement, on peut voir ici les indicateurs longitudinaux de l'apprentissage au Canada, donc pour les apprentis au lieu des diplômés postsecondaires. Ici, encore une fois, Québec, on peut voir tous les métiers, on peut voir la taille de la cohorte, le type de personnes, donc certification, persévérance, abandon, etc. Dans les CDR, voici quelques meilleures pratiques pour l'élaboration d'une proposition de projet de recherche dans les centres de données de recherche. Les projets dans les CDR doivent inclure une analyse de modélisation multivariée, par exemple une régression. Les projets qui comprennent un grand nombre de tableaux descriptifs sans analyse complexe seront rejetés ou réorientés vers d'autres types d'accès aux données ou de produits tels que des tabulations personnalisées. Vous devez fournir une justification pour chacun des fichiers de données que vous demandez. Si nous ne savons pas pourquoi un fichier est nécessaire ou comment il va être utilisé, nous ne pourrons pas accepter et donner accès. Si vous souhaitez demander, comme j'ai mentionné, un fichier intégré, vous devez demander deux choses. Les fichiers de microdonnées, SIEP et le recensement 2016, par exemple, et le fichier de concordance entre ces deux fichiers, si applicable, si nécessaire. Donc, par exemple, ici, le fichier de clé de concordance, SIEP, SIAI et le recensement 2016. Vous pouvez demander de l'aide de vos analystes dans les CDR pour comprendre à quelle base de données sont nécessaires. Pour plus d'informations, on publie plus ou moins un texte qui représente plus ou moins cette présentation. C'est un aperçu de la plateforme, de la PLEMT, qu'on publie à chaque année pour donner les données plus à jour, l'information la plus à jour. Et on peut aussi aller voir sur le site web du Centre des données de recherche. Pour voir la liste, vous pouvez juste taper PLEMT dans la barre de recherche. Merci beaucoup. On passe aux questions. Merci. Merci, M. Fecteau. Je pense que c'est ma collègue Pascal qui va animer la période de questions. Donc, je te laisse la parole, Pascal. N'étant pas chercheuse, je ne peux pas véritablement poser de questions. Je trouvais ça très intéressant par contre. J'invite les gens qui auraient des questions à poser, soit sur la méthodologie ou sur les ensembles de données comme tels, à lever la main, ceux qui veulent parler au micro, ou à inscrire des questions dans le petit module Q&R dans le bas de votre écran. Charles, est-ce que tu as des questions, toi, au niveau de la méthodologie? Oui, moi, j'en ai déjà quelques-unes. Alors, tant que je n'ai pas de questions, je te laisse aller. C'est bon, parfait, excellent. Merci. En fait, j'ai deux questions. D'une part, j'aimerais peut-être que vous reveniez un petit peu sur le contenu même de la première, ça y est, j'ai déjà un blanc là, sur le nom de le premier fichier, un des premiers fichiers là, sur les diplômés postsecondaires, donc sur cette enquête-là. Et la deuxième question que je poserais serait par rapport justement, donc vous avez dit, bon, la DAL, c'est couplé avec la DAL qui permet éventuellement de voir ceux qui ont comparer, par exemple, le revenu de ceux qui ont été aux études postsecondaires versus ceux qui n'y ont pas été. Vous avez parlé de la BDIB. Est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'immigrants qui retournent aux études postsecondaires après l'arrivée au Canada. Donc, je comprends qu'on pourrait étudier, par exemple, leur trajectoire postsecondaire, mais est-ce qu'on pourrait aussi, comme la DAL, comparer, par exemple, les immigrants qui ont été aux études postsecondaires versus ceux qui n'y ont pas été? Donc, c'était mes deux questions.
J'ai manqué le début, mes écouteurs j'ai manqué le début de la première question, mais je peux répondre à la deuxième puis retourner si vous voulez. Oui, c'est possible d'étudier les étudiants ou les personnes qui viennent au Canada comme immigrants et leur retour aux études. Il y a plusieurs méthodes de le faire. J'ai fait une étude très similaire et j'ai présenté l'année dernière sur les étudiants de 2010. Désolé, les immigrants de 2010, les immigrants qualifiés de 2010, et en regardant qui d'entre eux retourne aux études ou qui d'entre eux ne retourne pas et leur différence de salaire après. Donc, c'est définitivement quelque chose de possible à faire. Éventuellement, je vais publier un article sur ceci, espérons dans la prochaine année. Mais c'est définitivement possible. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond très, très bien à la question. Puis la première, en fait, c'était ça, c'était un peu de connaître un peu mieux, puis là, j'oubliais l'acronyme, là, mais un des fichiers, le CIEP, là, qu'est-ce qu'il contient précisément? Quel type d'informations? Tu sais, je comprends qu'on peut coupler avec un paquet d'autres fichiers, mais qu'est-ce que par exemple, le CIEP, donc sur les études postsecondaires, quel type d'informations peut contenir? Je voudrais ça que vous reveniez là-dessus. Oui. Oui, sur le CIEP contient beaucoup. Premièrement, juste un peu le nombre d'étudiants. Comme pour chaque programme, c'est une base de données de programme. Donc, si un étudiant dans plusieurs programmes, par exemple en génie et en histoire en même temps, ils vont être là plusieurs fois. Donc, on a chaque programme de chacun étudiant à chaque année. On a de l'information sur leur domaine, qu'est-ce qu'ils étudient? Est-ce qu'ils étudient en histoire, par exemple? Leur niveau d'éducation. On a de l'information démographique, âge, genre, etc. On a de l'information sur l'institution, donc où est-ce qu'ils étudient et tout ça. Généralement, juste beaucoup d'informations. Il n'y a pas une tonne d'informations sur des cours ou des notes, comme j'avais mentionné pour la Colombie-Britannique, les étudiants primaires et secondaires, mais beaucoup d'informations sur le genre d'études qu'ils font. OK. J'espère que ça répond à la question. Oui, ça répond très bien à ma question. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si Pascal, s'il y a d'autres questions, je ne vais pas monopoliser le temps de parole. Non, donc, écoute, tu monopolises rien du tout. Je n'ai pas de manifestation ni dans le chat, ni dans le question-réponse, puis personne qui a levé la main encore. Ne vous gênez pas si vous avez des interrogations sur la PLEMPT. C'est le moment idéal pour poser vos questions aux personnes qui savent de ce dont ils parlent. Donc, je n'ai pas de questions. Dans l'éventualité où on n'aura plus de questions, bien, écoutez, on va vous libérer un petit peu plus tôt. C'est ça. Donc, je fais ça. J'en ai encore quelques-unes, donc mais là, c'est ça que je ne veux pas non plus tout manipuler. Donc, attendez un petit peu, là, je me recherche un petit peu dans mes notes là, que j'avais prises. Là, je n'avais. En fait, puis c'est un peu la règle dont je comprends. Il n'y a pas, c'est ça, il n'y a pas, il doit absolument, dans les règles de sortie d'accès aux données, il doit absolument avoir des analyses de régression, puis sinon, parce que les volets descriptifs sont évidemment pertinents. Je pense, entre autres, ne serait-ce que quelques statistiques descriptives, par exemple, sur les immigrants qui retournent sur le marché du travail. Donc, quelles sont les autres avenues possibles, justement, quand on veut juste avoir un peu ce type d'informations-là? Donc, sans avoir nécessairement des modèles multivariés. Je peux donner un peu une réponse. Je pense que je vais passer à Sylvie après. Il y a la possibilité de demander à Statistique Canada directement de faire des analyses qui sont plutôt des données, pas des bases de données, mais des tableaux de données. Je sais que Statistique Canada cherche d'autres méthodes ou sont en période d'évaluation de d'autres méthodes, mais peut-être que je vais laisser Sylvie finir la question. Non, c'est beau. Donc, bonjour tout le monde. Mais comme Éric a mentionné, présentement, l'option Charles pour avoir plus des tableaux, des fréquences ou des trucs comme ça, c'est vraiment de venir notre service à la clientèle, à Statistique Canada. Puis là, évidemment, il y a des coûts associés avec les requêtes si les tableaux n'existent pas déjà.
Donc, présentement, c'est ce qu'on a. On sait pour les données d'enquête, des fois, les gens utilisent des RTRA, le Real-Time Remote Access. Excusez, je ne sais pas en français. Puis, c'est ça, mais nous, comme on travaille des microdonnées, des données administratives, cet outil-là ne convient pas avec nos microdonnées. On ne peut pas le faire. Et éventuellement, mais ça, c'est vraiment du moyen long terme, ils vont peut-être créer des fichiers synthétiques pour donner l'occasion aux gens de faire un petit peu plus d'analyse parce que souvent, c'est des règles de confidentialité aussi qui vont rentrer en ligne de compte. Puis, plus vous produisez de tableaux, plus il y a de chances qu'il y ait la divulgation par la suite, que vous pouvez réduire. C'est pour ça que souvent, c'est géré plus par chez nous aussi. Puis, donc, c'est ça, grosso modo. Les centres de données de recherche sont vraiment faits pour faire des analyses un petit peu plus sophistiquées. Puis, c'est le but premier des centres de données de recherche. C'est bon? Oui, parfait. Merci beaucoup. Bon, c'est toujours aussi tranquille. Donc, Charles, si tu as d'autres questions, je t'invite à les poser. Sinon, on pourra conclure plus rapidement. Bien, je pense que moi, ça fait pas mal, en tout cas, ça fait pas mal le tour de celles que j'avais identifiées. Puis je ne veux pas non plus, c'est ça, monopoliser avec mes questions. De toute façon, j'ai accès aussi, donc je pourrais toujours communiquer éventuellement. Là. Donc, ça marchait bien. Il y avait les participants avaient bien la possibilité de poser des questions. Oui, ils ont toujours la possibilité de le faire, mais je pense qu'on va faire un wrap-up. Donc, si jamais un participant ou plusieurs participants se réveillent demain matin avec une question pressante concernant la plainte, je vais mettre dans le chat l'adresse courriel où vous pouvez diriger vos questions et vous serez redirigé à l'intérieur de Statistique Canada à des personnes qui pourront répondre à vos questions. Donc, c'est en bas. L'adresse est un peu compliquée, donc je vous invite à la copier-coller quelque part parce que ça ne sera pas évident de la retrouver. Donc, peut-être remercier nos invités d'avoir pris de leur temps précieux pour venir nous exposer la plainte. Merci, Charles, pour l'animation et les questions. On a un midi webinaire pour ceux qui voudraient le revoir en anglais. Demain midi, Laura Gibson qui va venir présenter la plainte, mais c'est en anglais, donc la c'est quoi les... Je ne me rappelle plus c'est quoi la PLENT en français, c'est ça. Merci Sylvie. C'est beau. Puis donc, surtout, j'imagine, on vous encourage aussi à lire le document qu'Éric a mis, l'hyperlien, parce que on réalise, on sait que c'est beaucoup d'informations, la plateforme, c'est immense, c'est beaucoup de fichiers, c'est beaucoup de possibilités. On sait que ça fait beaucoup à absorber quand on l'écoute pour la première fois, puis tout ça. Donc, allez lire, puis sur le site de Statistique Canada, chaque fichier donne un petit peu plus d'informations sur les variables aussi disponibles. Donc, tout ça est disponible. Puis, ça nous fait plaisir de recevoir vos questions par la suite. Et si vous êtes déjà chercheur dans un des CDR, comme Éric l'a mentionné, on vous invite fortement à utiliser, entre guillemets, vos analystes qui sont très connaissants et qui peuvent vous orienter adéquatement vers soit les bons ensembles ou vers les bonnes informations. Donc, merci beaucoup, Éric. Merci, Sylvie. Ceux qui voudraient participer au webinaire qui s'en viennent, demain, comme je disais, c'est la plainte, mais version anglaise. Ah, Éric vient de mettre dans le chat, justement, le lien vers la plateforme. Donc, copiez ça quelque part aussi si vous voulez y faire référence. Prochain midi webinaire qui n'est pas la plainte, c'est le 27 octobre où l'Institut de la statistique du Québec va présenter l'enquête québécoise sur l'activité physique et le sport. Notez aussi que le CIX offre des formations et divers événements tout au cours de l'automne. On a une formation en R cet automne, en mois d'octobre, et on a aussi une formation à SAS en décembre pour ceux qui seraient intéressés. Je vais vous mettre le lien pour le calendrier des événements où vous aurez l'information concernant les formations et les prochains midi webinaires. Donc, vous pourrez aussi aller consulter directement sur le site du CIX pour savoir ce qui s'en vient. Et si vous voulez être tenu informé directement dans votre boîte courriel, je vais également mettre le lien pour vous inscrire à notre liste de diffusion. Donc, je vais mettre ça aussi dans le chat. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de venir écouter ce premier midi webinaire de l'automne sur votre heure de dîner. J'espère que vous allez avoir le temps d'aller manger votre sandwich. Et on se revoit demain pour ceux qui seront là et sinon le 27 octobre pour l'ISQ avec l'enquête québécoise sur le sport.
Merci à tous. Bonne fin de Merci. journée. Merci tout le monde. Bonjour. Merci. Au revoir.